Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Ma grand-mère a déroulé devant moi une sorte de scénario catastrophe. Cette semaine, Vienne. Qui annonçait à peu près tout ce qui s'est passé ensuite. Politique, le serment à l'empereur était prononcé dans 17 langues différentes. Physique. Mach pense que ce que nous faisons lorsque nous énonçons une loi physique n'est pas très différent de ce que les espèces animales doivent faire pour s'adapter à leur environnement. Musique. Au début du siècle, il n'y a pas que Schoenberg qui fait éclater la baraque. Petit manuel pour un grand désenchantement. On ne comprenait pas que tous ces gens-là partageaient une même vision du monde à la fois fascinante et un peu désespérée. L'homme veut écrire et accessoirement vendre des livres, et pour cet office utilise l'horreur du monde uniquement comme matière. Le nationalisme naît parmi les intellectuels. L'art est le cri de désespoir de ceux qui font en eux-mêmes l'expérience du destin de l'humanité entière. L'Empire austro-hongrois, d'une certaine manière, alimente nos rêves d'une Europe perdue. Pour ma dernière ligne droite au micro d'Histoire vivante, je vous propose de replonger dans une série datant de 2008, au cours de laquelle j'avais choisi le principe d'une exploration longue durée. Une thématique développée non plus sur une semaine, mais sur un mois, 4 semaines exactement, pour prendre le temps de saisir ce qui s'est passé dans une ville, à une époque précise, où s'est trouvé concentré un nombre impressionnant de personnalités, appartenant pour l'essentiel, malgré quelques exceptions notoires, à une élite œuvrant dans des secteurs fort différents, scientifiques, littéraires, artistiques, journalistiques, et surplombant l'ensemble, inventant un nouvel outil apte à mieux cueillir, à mieux cerner l'humain dans son comportement, la psychanalyse. Tout ceci se passe à Vienne, entre la fin du XIXe siècle et l'abord de la Première Guerre mondiale. Après cela, tout change. Tout ou partie est détruit. Tout sera recomposé, décentré, catapulté dans l'ailleurs. La fuite des cerveaux viennois essaimera en Angleterre, en France et surtout aux États-Unis. Cette élite viennoise, trace humaine du trésor de l'Europe centrale, la Mitteleuropa, intégrera une fois encore un nombre de secteurs impressionnants allant de la science atomiste au cinéma d'Hollywood. Avant cet éparpillement, il y a donc concentration. Une Vienne miroir et réceptacle décor de ce que Jean Clair nommera dans une exposition consacrée à Vienne l'Apocalypse joyeuse. Découvrir, comprendre ce qui s'est passé à Vienne du destin européen, dans ce court instant où les modernités les plus avant-gardistes, les traditions les plus engourdies, le sentiment de la catastrophe, la stupeur, l'inertie, la tétanie ont été à ce point réunis, avant l'éclatement, avant la tragédie. À Vienne, les enjeux sont réunis. En 2008, c'est alors un homme à qui je rends encore aujourd'hui un vibrant hommage, qui m'a mis sur cette piste, a attiré mon regard et mon attention. Les fidèles auditeurs de la radio suisse et de l'émission le reconnaîtront, d'autres le découvriront. Pour moi, un homme irremplaçable. Jacques Maté-Doré. Eh bien, j'ai eu une partie de ma famille qui est du côté alémanique, dans une bourgeoisie certaine, et qui a toujours eu les yeux tournés plutôt vers l'Est que vers l'Ouest. Et je me souviens de mon premier grand choc d'enfant, et ça a été le jour de l'Anschluss, 38. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Hitler exige tout d'abord l'annulation du plébiscite autrichien. Hitler exige ensuite le départ de M. Schuschnigg, qui à la radio annonce « Je cède à la force ». Hitler exige la nomination comme chancelier de Seyss-Inquart, qui fait appel aux forces allemandes et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. Les avions à croix gammées survolent Vienne. Le régiment des SS, qui forme la garde du Führer,
arrive à Vienne pour organiser l'entrée d'Hitler dans cette ville. Tout semble d'ailleurs avoir été prévu et méthodiquement organisé. La Gestapo fait son œuvre. Les arrestations s'effectuent sur un rythme rapide. Tous les postes administratifs et politiques sont occupés par les nazis. L'armée autrichienne est placée sous le haut commandement du Führer. La phrase « un peuple, un Reich, un Führer » est le mot d'ordre du jour. Ma grand-mère a laissé tomber quasiment ses couverts, car elle avait les moyens d'avoir une radio à l'époque, et elle a déroulé devant moi une sorte de scénario catastrophe qui annonçait à peu près tout ce qui s'est passé ensuite. Il appartenait à une famille qui se tenait tout à fait au courant des affaires, puisque c'était des familles d'affaires dont le sort était directement lié à ce qui se passait en Suisse, en Europe et dans l'industrie de l'époque, et qui avait reçu l'éducation qu'il fallait, qu'il essayait à l'époque d'avoir, plurilingue, beaucoup de voyages et justement une attention toujours en alerte sur ce qui pouvait conforter ou menacer le territoire familial. Alors, pour moi, ça a été immédiatement une affaire affective, car j'avais beaucoup d'admiration pour cette grand-mère, et ça m'est, comme on dit, tout de suite monté à la tête. Et pour moi, la mythologie Europa, c'est une affaire de tête, dont le cerveau, si vous voulez, est Vienne. Mais c'est une représentation, de nouveau. Je veux dire, ça m'est entré dans la tête, et ce qui m'a toujours fasciné quand je me suis consacré de temps en temps à retourner là-bas par l'imagination, c'est d'essayer de reconstituer ce qu'il y avait dans la tête des acteurs qui ont reconstruit ou construit cette Vienne de la fin du 19e et du début du 20e, qui se sont rassemblés, pour la plupart du temps tout de suite se déchirer, et qui ont transformé en quelque sorte cette ville en une sorte d'exemple pour moi de l'histoire universelle. Vous savez, il y a des villes comme Thèbes en Égypte, Babylone, Athènes, Alexandrie, dans le monde moderne, Amsterdam par exemple, où on sait que le sens du monde a passé, qu'il a pris une autre direction, et qu'après, le monde n'a pas été ce qu'il était avant. Et pour moi, Vienne a en quelque sorte joué le rôle de jalon en rassemblant tout ce que l'Europe de l'Est et de l'Ouest produisait et était déjà en train de produire, comme le monde industriel, la finance, etc., mais avec une sensibilité tout à fait particulière et qui, pour moi, lui vient de son passé de plus grand empire de la modernité européenne, le Saint-Empire, de Charles Quint, qui était un rêve, une nostalgie, et qui s'est terminé, entre autres, dans le fracas de la tornade napoléonienne. Dans une comédie populaire viennoise du début du XXe siècle, La couronne magique magnifique, née de l'imagination candide et inquiète de Ferdinand Raimund, une fée bienveillante donne un flambeau magique à son protégé Ewald. Ce flambeau a le pouvoir de transfigurer la réalité. Celui qui regarde le monde à sa lueur ne voit que poésie et splendeur, même là où règne la misère et l'horreur. Quand elle remet ce cadeau à son protégé Ewald, la fée Lucina lui dévoile l'artifice. Elle l'avertit que la torche lui montrera des choses splendides, mais illusoires. Or, ce savoir ne détruit pas cependant la magie des choses illuminées par cette lueur. Grâce à ce don, la vie d'Ewald devient plus riche. Il continue de rêver, tout en sachant qu'il rêve. Or, ce flambeau n'est pas fallacieux. Celui qui l'utilise sans savoir qu'il embellit le monde est trompé, parce qu'il ne voit pas la douleur et l'abjection, et croit que l'existence est harmonieuse. Mais celui qui refuse le don de la fée est tout aussi aveugle et obtus. L'enchantement qui transfigure la lourde grisaille permet de comprendre que la réalité n'est pas seulement platitude et misère. Derrière les choses telles qu'elles sont, il y a aussi la promesse et l'exigence des choses telles qu'elles devraient être. La possibilité d'une autre réalité qui presse et qui cogne
pour venir au jour comme le papillon dans son cocon. Quelques années plus tard, l'écrivain Raimund aura sans doute oublié ce cadeau de son invention littéraire quand il décidera de se tirer un coup de revolver. Conscience ironique du désenchantement, tout réside dans l'art de la représentation, de la mise en scène, celle de sa propre vie comme spectacle. Un poète viennois sans domicile fixe, sans logis, Peter Altenberg, exhortait ses contemporains à considérer leur vie ni plus ni moins sérieusement qu'un drame de Shakespeare, à se sentir à la fois en dedans et en dehors d'elle, à sortir parfois d'eux-mêmes pour faire quelques pas, prendre un bol d'air. Car dans la Vienne du tournant du siècle, saisir le sens est sans doute désormais perdu, irréversiblement. Comment distinguer l'existence, jusqu'à la sienne propre, dans ce nouveau temps où la reproduction de l'image est multipliable en d'innombrables copies? Pour Karl Kraus, dont nous retrouverons le nom à maintes reprises dans cette évocation, la civilisation viennoise a été la station météorologique pour la fin du monde. Un sismographe enregistrant inexorablement les signes, même les plus imperceptibles, de la catastrophe. Mais également un théâtre où l'on prolongeait la répétition générale de cette fin du monde pour la retarder, au moins quelque temps. La vieille Autriche a bien été maîtresse en l'art de se débrouiller avec les contradictions, le tragique voisinant toujours le grotesque, comme chez Gustav Mahler. La création, ou plutôt la recréation d'empires à partir du XIXe siècle, évidemment on pense d'abord à l'empire napoléonien, est toujours le produit d'une crise. René-Marc Pile, professeur de littérature et d'histoire culturelle des pays de langue allemande. N'est-ce pas ? L'empire napoléonien, c'est le résultat quand même de la Révolution française et d'un moment où la République est devenue ingérable. Alors lorsqu'on lit le décret qui a instauré l'Empire, on est assez stupéfait d'y lire, par exemple, que le gouvernement de la République est confié à un empereur. Les républicains vertueux auraient pu dire, autant dire, la garde du chaperon rouge est confiée au grand méchant loup. En fait, l'Empire napoléonien, comme d'une certaine manière l'Empire austro-hongrois, est une réponse, on pioche dans l'arsenal historique pour essayer de répondre à une situation de crise. Alors, l'Empire, c'est un terme qui est absolument passionnant. Je ne suis pas historien de formation, je suis plutôt dans les langues, dans la littérature, donc je suis spontanément très sensible aux mots, à ce qu'ils signifient, à ce qu'ils évoquent, donc je m'intéresse aux mots avant de m'intéresser aux réalités historiques qu'ils désignent. Et l'Empire est un terme extrêmement paradoxal, puisque on pourrait dire aujourd'hui qu'il n'existe pas d'empire. Le seul empereur en titre, c'est l'empereur du Japon, mais qui ne détient pas la souveraineté, bien évidemment, en vertu de la Constitution, qui n'a qu'un rôle symbolique. Et le Japon, aujourd'hui, politiquement, n'est pas perçu comme un empire, dans la mesure où sa souveraineté politique se limite à l'archipel, d'ailleurs amputé des îles Kuriles. En revanche, on a une perception économique de l'empire japonais et on parlera spontanément de l'empire économique du Japon. Donc c'est un terme qui est extrêmement vaste, mais qui juridiquement est très difficile à définir. C'est-à-dire qu'on a tendance spontanément à appliquer la notion d'empire à tous les vastes ensembles politiques,
et qui regroupe surtout, je crois que les deux caractéristiques de l'Empire, c'est d'être très vaste. On n'imagine pas un petit empire. On peut imaginer un petit royaume, une principauté, a fortiori, mais un petit empire est totalement inconcevable. Et surtout, il fédère les particularismes. C'est en ce sens que les empires du XIXe siècle ont peut-être été une façon de résoudre ou d'essayer de résoudre des conflits qui ne trouvaient pas de solution, ni dans le cadre républicain pour la France, en raison des événements que vous connaissez, et je pense qu'une monarchie donc de type héréditaire n'aurait pas non plus pu répondre à cette demande, en quelque sorte, à ce besoin. Donc l'Empire, c'est une sorte de superstructure qui apparaît à un moment donné et qui a un pouvoir fédérateur, et qui oblige en quelque sorte les gens, donc en l'occurrence souvent les nationalités différentes, qui oblige les gens d'une certaine manière à vivre ensemble par la force, évidemment. Une superstructure pour le professeur de lettres René-Marc Pile, qui a supervisé un ouvrage sur le délitement des empires. Par la force, sans doute, mais pas seulement. Jacques Maté-Doré. Le Saint-Empire de Charles Quint me paraît appartenir au type alexandrin. Le grand empire d'Alexandre était une réunion de royaumes, de cités, d'ethnies, que le grand Alexandre ne soumettait pas à un seul centre, à un seul lieu. Il y a par exemple toute une histoire monétaire où il a tenté d'introduire sur toutes ses terres une monnaie unique. Il n'a jamais insisté quand il n'y est pas parvenu. Et l'empire alexandrin, c'est un empire soucieux, je crois, de la spécificité des peuples. Donc, des groupements d'individus, l'individualisme évidemment en tant que tel n'existait pas à l'époque, mais soucieux de laisser la vie à la vie. Dans le monde moderne, je crois que l'Empire ottoman était de ce type aussi, laissant ses pays, ses royaumes, dans une certaine autonomie, dans une certaine indépendance, et surtout dans une liberté culturelle assez remarquable. Et l'Empire, le Saint-Empire des Habsbourg, était de cet ordre-là. Menacé, bien sûr, par les Turcs à un moment donné, menacé par les Slaves, il n'a jamais dans ses terres, à lui, tenté de jouer les Romains. C'est un empire qui a culturellement laissé une certaine liberté, encore que quant à lui, le catholicisme romain était évidemment indiscutable. L'Empire, c'est un certain entendement de la gouvernance. C'est aussi une réalité géographique. L'Empire est par définition étendu, vaste, plus ou moins intégrant. Vouloir y faire régner l'ordre, c'est mobiliser à cette fin des forces considérables aux quatre coins de cet espace. Une quadrature du cercle impossible à réaliser en permanence. René-Marc Pile. Il me revient à l'esprit un proverbe russe, en fait un proverbe sibérien qui dit « le ciel est haut et le tsar est loin », n'est-ce pas ? Donc dans les très très lointaines provinces de l'Empire, il est extrêmement difficile évidemment de réguler les choses, et en ce sens, l'Empire est vécu dans la mémoire aujourd'hui aussi comme une possibilité d'une certaine liberté, dans la mesure où évidemment l'Empire ne s'attaque pas trop non plus au particularisme. Il y a une très belle phrase de Hegel qui parle de l'ancien empire perse et qui dit à peu près ceci, les Perses respectaient les particularismes, donc ils méritent le nom d'empire. Vous voyez ? Donc il y a une façon un petit peu aussi positive de voir les choses avec un autre phénomène. Nous avons des réalités historiques, une perception qui passe par des représentations. L'histoire, par définition, s'est passée, mais en même temps, ça s'écrit au présent. En clair, l'histoire ne se termine jamais. C'est ce qui la rend passionnante, et c'est la raison pour laquelle les gens se passionnent pour ces sujets, même anciens. Donc, il y a un phénomène qui est extrêmement important lorsqu'on s'interroge sur ce qu'est un empire, c'est le phénomène de la nostalgie, c'est-à-dire que nous en avons une vision qui est biaisée par nos soucis, par nos crises présentes. C'est un peu le cas de l'empire austro-hongrois
qui fait partie, donc la monarchie, donc ce laps de temps assez bref, disons le règne de François-Joseph, c'est-à-dire un demi-siècle, c'est bref ou c'est long, suivant à quelle échelle on se place, fournit énormément de thèmes qui alimentent une certaine nostalgie européenne. Donc il est difficile souvent d'avoir une vision très très neutre de la chose. Jacques Maté-Doré. Je crois que, encore une fois, l'Empire des Habsbourg a fait preuve de beaucoup de plasticité. Déjà au XVIe siècle, il ne faut pas oublier, après Charles Quint, il s'est pratiquement scindé en deux grandes mouvances, n'est-ce pas, la mouvance espagnole et la mouvance germanique, et étant coiffé par cette sorte de corps de l'empereur qui n'a plus rien de matériel, plus rien de physique, mais qui représente l'idée d'un cosmos entièrement soumis à Dieu et à l'alliance avec le pape. Donc cette souplesse, c'est assez peu démenti dans l'ensemble. Mais il est évident que dans telle circonstance particulière, dans telle autre circonstance particulière, cet empire a pu faire montre d'autant de cruauté que n'importe quel autre. Le baroque, c'est l'art aussi de la contre-réforme, donc d'une sorte de réflexe vital du Saint-Empire contre ce qui allait finalement le défier, aussi bien, et ce sera important pour la suite, pour la conquête de l'intelligence, de la science et de l'argent. Et puis aussi, quand il se sentait menacé, le Habsbourg était un répresseur cruel, en tout cas sans concession. René-Marc Pile. Si l'on prend les origines de l'Empire austro-hongrois, donc déjà il faut partir des mots. En langue française, on parle d'Empire austro-hongrois. En allemand, on appelle ça la monarchie impériale royale, Königliche Kaiserliche Monarchie. On abrège, n'est-ce pas, la K et K. Donc, au départ, cette double monarchie, comme on dit également, est également le fruit d'une crise, le résultat d'une crise. C'est le lointain résultat de 1848. Grande question des peuples, n'est-ce pas? On a parlé du printemps des peuples qui s'est transformé en automne des peuples. Donc, ce qui fonde la monarchie austro-hongroise, c'est le fameux compromis de 1867, en quelque sorte un partage du pouvoir entre l'empereur d'Autriche qui accepte d'être également roi de Hongrie. Donc, au départ, c'est la réponse à la révolution de 1848. Et la révolution de 48 est aussi le résultat d'une longue oppression. Alors, je parlais de nostalgie, je vais y venir, mais pour les contemporains, pour les gens qui vivaient dans la première partie du 19e siècle, tout cela n'avait rien de nostalgique. Il suffit par exemple d'aller dans la ville tchèque de Brno, Brünn en allemand. Lorsqu'on visite la forteresse qui domine la ville, qu'on appelle Spielberg, on constate que les murailles de la forteresse sont couvertes de plaques commémoratives en l'honneur des prisonniers politiques de la première moitié du 19e siècle, prisonniers politiques qui étaient des patriotes, polonais, italiens, avant tchèques, etc. Donc il y a eu manifestement une forme très nette d'oppression des peuples de la part de la monarchie austro-hongroise, d'abord autrichienne, ensuite austro-hongroise. Et ce qui est important, c'est que ensuite, on a l'impression que les choses se passent peut-être pas trop mal. Alors quand je parlais de nostalgie, je voudrais parler de certaines figures qui aujourd'hui alimentent l'imaginaire européen. C'est tout simplement les affaires de famille de cette monarchie qui fut tout à fait tragique. Alors évidemment, on pense d'abord à Élisabeth de Bavière, impératrice d'Autriche, la fameuse Sissi, qui a été assassinée en 1898. On pense à Mayerling, on pense à Sarajevo, et on peut aussi penser à l'incendie du bazar de la Charité en 1897, dans lequel a péri l'une des sœurs d'Élisabeth d'Autriche. Et, grand paradoxe, c'est la raison pour laquelle je parlais de nostalgie, c'est cet incendie qui a été un des grands faits divers du 19e siècle. Il y a eu à peu près 130 victimes, toutes issues de la haute aristocratie européenne. Donc évidemment, les journaux en ont fait leur chou grand en quelque sorte. Et ce qui est paradoxal, c'est que cet incendie a été un accident provoqué par une projection cinématographique. On a montré les tout premiers films des frères Lumière. Qu'est-ce que c'est? Retournez à vos petits, retournez à vos... Vous êtes sûr que ça va aller? Ne vous inquiétez pas, c'est un petit feu de rien du tout. Quelques seaux d'eau et on n'en parle plus. La situation est sous contrôle, je vous en prie. Non, monsieur, tout est sous contrôle. Il va plus marcher le cinéma? Je crois pas, non.
Il n'y a pas de problème, sois de paix. Y a un problème ? Il y a eu un début de feu dans la salle du cinématographe. Mademoiselle Alice, vite, vite, il y a le feu, faut sortir, vite, vite. Tiens-moi la main. Avancez. Et poussez-vous, avancez. Et vous savez que le cinéma a beaucoup fait pour alimenter le mythe d'un empire austro-hongrois idyllique, évidemment à travers le fameux film Sissi et avec dans le rôle principal Romy Schneider. Quel est le prochain visiteur ? Le comte Andrassy, Majesté. Voulez-vous le faire entrer ? Le comte Andrassy. Je me réjouis, comte Andrassy, de pouvoir vous accueillir ici. Approchez. Majesté, la première visite après mon retour d'exil est pour votre Majesté. Afin qu'elle apprenne aujourd'hui combien toute la Hongrie honore et remercie de tout cœur votre Majesté. Relevez-vous, comte Andrassy. C'est à l'empereur que vous devez l'amnistie. C'est lui qu'il faut remercier. Il ne s'agit pas de l'amnistie, Majesté. Aucune amnistie ne pourra jamais effacer le souvenir de nos souffrances et de nos malheurs. Seul un cœur qui bat à l'unisson avec le nôtre a pu nous rendre l'espoir. Et c'est de cela que je remercie votre Majesté. Je demeurerai toujours l'ami de votre pays. Et l'empereur saura, par de justes mesures, vous faire oublier les mauvais jours du passé. Et pour vous prouver que ce ne sont pas là de vaines promesses, je vous prie, ainsi que tous vos compagnons d'exil et leurs épouses, d'assister au prochain bal de la cour, afin que nous fêtions tous ensemble le grand jour qui scelle l'union de nos deux pays. Je me souviens aussi, étant enfant, que, je ne sais pas si ça existe encore, le concert du Nouvel An, donc qui est quand même un rite dans le calendrier, on retransmettait toujours à la télévision, en direct, le concert donné à Vienne. Donc, en quelque sorte, cette vieille monarchie alimente une certaine nostalgie. Je crois que ce qui aujourd'hui peut être aussi, disons, particulièrement intéressant, c'est le fait que cette monarchie, tant bien que mal, avait réussi à faire cohabiter des peuples qui se sont ensuite déchirés. Alors, je pense, par exemple, c'est cette province qui a joué un grand rôle dans l'histoire culturelle. Je pense à la Bucovine, par exemple, avec ces provinces, on dirait aujourd'hui multiethniques. Le terme n'était pas employé à l'époque. Donc, je pense que l'Empire austro-hongrois, d'une certaine manière, alimente nos rêves d'une Europe perdue. La nostalgie n'est peut-être plus ce qu'elle était, et pourtant, si les Sissi et autres Meyerling sont désormais comme de vieux films plus ou moins poussiéreux, les séries ont pris le relais, en témoignent sur Netflix, revenant sur l'incendie du bazar de la Charité et annoncé pour bientôt, toujours avec Netflix, une Sissi en 6 épisodes. Les frères Lumière auraient sans doute apprécié. Demain, la suite de cette dernière série me concernant pour Histoire vivante, je vous évoquerai bientôt quelques projets à venir sur d'autres ondes que la RTS. Cette série est la reprise d'enregistrements réalisés en 2008 et mise en onde par Jérôme Nussbaum.
Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacher et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.